Bonsoir Marc Trévidic. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien juge antiterroriste et vous êtes aujourd'hui président de chambre à la Cour d'appel de Versailles. Les Français vous connaissent. Vous aviez alerté avant les attentats du 13 novembre 2015 qu'un possible attentat d'envergure pouvait se produire. On va y revenir dans le détail. Vous publiez Justice présumée coupable aux éditions Albin Michel sur les rapports tourmentés entre la justice et la politique. On y vient, mais on va parler de l'actualité immédiate pour commencer avec Salah Abdeslam qui revient dans l'actualité, le seul survivant du commando du Bataclan, gardé à vue, ainsi que sa compagne. Pour association de malfaiteurs terroristes, sa compagne est soupçonnée de lui avoir fait passer une clé USB au parloir de la prison ultra sécurisée de Vendin-le-Vieil. Ça semble impossible à croire quand on met tous ces éléments ensemble, avec évidemment la résonance de l'anniversaire qui vient. Comment vous voyez ça? Comment vous réagissez? Pour quand même le détenu le plus surveillé de France, quelle que soit la maison d'arrêt où il se trouvait ou centre de détention. Donc c'est très très surprenant que c'est pu se produire. Maintenant, sur le fond de l'affaire, association de malfaiteurs, j'ai pas pour l'instant bien compris en vue de faire quoi au juste. Oui. C'est-à-dire que cette affaire, ok, on a introduit un objet qu'on n'a pas le droit d'introduire, c'est un délit, mais où est l'association de malfaiteurs terroristes? Vous trouvez que la qualification de la motivation de la garde à vue est surprenante en tout cas? C'est en vue de préparer un attentat. C'est ça, c'est très même choquant. Et j'ai pas vu d'informations là-dessus, donc je ne sais pas tellement quel était le projet terroriste dans cette histoire de clé USB, mais il doit y en avoir certainement un. Puisqu'il y a eu ces gardes à vue sur ce sujet-là. Et sur la sécurisation des prisons, il y a des questions qui se posent déjà. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, a proposé déjà de durcir les conditions de sécurité. Il y a cette question des fouilles qui se pose. Il n'y a pas de fouilles pour les visiteurs en prison au corps. Les sacs sont fouillés, ils passent des portiques, il y a un détecteur de métaux. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin, notamment pour ce genre de détenus si particulier? Vous savez que les fouilles au corps, effectivement, c'est pour les détenus. Les visiteurs vont quand même pas être fouillés de la façon dont on fouille certains détenus, c'est-à-dire grosso modo, il faut être clair, des fouilles anales, etc. Donc c'est pas du tout, c'est très intrusif, mais c'est un problème vieux comme le monde. Quand j'étais au parquet antiterroriste en 2000, une personne qui était détenue pour terrorisme préparait un attentat terroriste depuis sa cellule de la maison d'arrêt de la santé avec des téléphones, préparait un attentat alors qu'il était en prison pour un attentat. Donc c'est pour vous dire à quel point on a toujours ces mêmes difficultés récurrentes depuis bien longtemps. Maintenant, le modèle alternatif, c'est ce que j'ai vu aux États-Unis, à Supermax, Colorado Springs, c'est maximum de sécurité. Et là, c'est invivable. C'est clair, il y a Moussaoui qui est là-bas. Moi, j'y suis allé 2-3 fois entendre des personnes. Mais ils n'ont pas de contact physique avec personne. C'est une vitre pour les interroger. L'avocat est du côté de la personne qui interroge et pas avec son client. Donc, c'est aussi très inhumain. Donc, il faut trouver presque plus dans l'état de droit. Voilà, il faut trouver une juste mesure. On va entrer dans une séquence très importante, les 10 ans. On y est déjà, d'ailleurs, avec beaucoup d'ouvrages, de témoignages, de documentaires. Est-ce que vous redoutez cette période en termes de menaces terroristes? On va y venir aussi. Trois très jeunes femmes ont été mises en examen. Est-ce que c'est dans ces moments-là qu'il faut être le plus vigilant? Alors, vous savez, le terrorisme nous surprend. Souvent, on ne s'y attend pas du tout. C'est en dehors de tout anniversaire et il se passe un truc. Donc, ça, voilà, c'est une vérité. D'un autre côté, comme on a affaire aujourd'hui, non pas à des groupes très structurés, mais à des individus qui peuvent, comme ça, des électrons libres du djihad, comme je les appelle, qui peuvent passer à l'action parce que, justement, c'est dans l'actualité, parce qu'ils ont des petits déséquilibres, éventuellement psychiques, c'est assez attractif de faire quelque chose à des dates anniversaires. Voilà. Un groupe terroriste constitué ne le ferait pas. On préfère prendre par surprise quand il y a moins de surveillance. Mais des individus isolés, là, par contre, ça peut être très attractif. Donc la menace est plus élevée, très, très clairement. Aujourd'hui, d'ailleurs, le procureur antiterroriste disait que 17 attentats déjoués sur la dernière période, alors que c'est 2 ou 3 en temps normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vigilance doit être extrême. On est prêt?
les esprits sont un peu chauffés à blanc, puisqu'on a affaire à des gens, des mini-groupes ou des gens isolés, justement, donc, qui peuvent profiter de ces périodes-là pour mettre encore plus en valeur leur action. Hein. Parce que sortir avec un couteau, poignarder n'importe qui, c'est malheureusement à la portée, justement, de n'importe quel radicalisé. Mais ce qui est assez frappant, je trouve, dans cette affaire, c'est que les services aient réussi à mettre la main sur trois... c'est même pas des loups solitaires, 3 folles solitaires, on va dire, dans leur coin, parce que c'est pas un groupe. Un groupe, on peut concevoir qu'effectivement, il y a des signaux d'alerte qui s'allument. Donc, ça veut dire qu'entre 2015 et aujourd'hui, les progrès ont été... Vous faites référence, Jean, donc, à ces 3 femmes voilà. Très jeunes. Hein, il y en avait une qui était quand même sur le radar, hein, clairement. Voilà. Ça suffit d'en avoir une pour mise en examen, pour voir les liens avec d'autres personnes et arriver à... Et on a vu dans la façon dont les services arrivent maintenant à déjouer des attentats très en amont, par des gens qui sont vraiment isolés, c'est quand même la surveillance a fait des progrès. Oui. On n'a pas conscience. Alors, qu'est-ce qui a changé ? C'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, les gens de la DGSI sont derrière les réseaux sociaux, vont dans les discussions, etc. Parce qu'ils ne sont pas très prudents, malgré tout, nos jeunes terroristes en herbe. Ils se vantent, ils montrent qu'ils sont radicalisés, ils passent des messages menaçants parfois, et donc ils se retrouvent sur le radar. Heureusement, on n'a pas des gens qui sont très très prudents, complètement dans la dissimulation, hein, la fameuse taquilla. Ça, c'est plus le domaine des professionnels. Et donc, on n'a pas des vrais professionnels. Ça serait très dangereux, justement, d'avoir des vrais professionnels. Ça veut dire que ce qu'on appelle la menace exogène, celle qui, évidemment, s'est produite au Bataclan, les terrasses, qui vient de l'extérieur, elle est maîtrisée, elle est derrière nous, ou pas ? Pour l'instant, elle semble être maîtrisée parce qu'il n'y a plus de très grands groupes. Enfin, l'histoire du terrorisme, c'est à chaque fois qu'un groupe terroriste devient très puissant et a un territoire qu'il maîtrise, il peut s'exporter. Ça a été vrai des GIA algériens, ça a été vrai d'Al-Qaïda, ça a été vrai de l'État islamique. Vous pouvez prendre tous les modèles. Il faut d'abord être bien stable chez soi pour se permettre de faire la guerre ailleurs. Le terrorisme, en ce qui nous concerne. Si on voit à un moment donné dans le monde un groupe qui reprend un territoire, une assise forte et qui devient puissant, là, il faudra vraiment s'inquiéter à nouveau terrorisme exogène. C'est pour ça que je vous parlais du Mali. Oui, par exemple. Est-ce que ça vous inquiète, le gouvernement français qui appelle ses ressortissants face justement à la menace djihadiste, avec déjà des arrêts sur les hydrocarbures, dans les stations essence, et une menace sécuritaire très importante. Est-ce qu'on est là face à la résurgence d'un groupe organisé territorialement ? Alors, ils n'ont pas encore repris un territoire complètement. Ils n'ont pas leur assise, leur stabilité qui leur permettrait, si d'ailleurs ils y trouvaient un intérêt, parce qu'il faut toujours qu'ils y trouvent un intérêt, à aller taper ailleurs. Hein, il faut clair aussi qu'il y a des groupes qui, par moment, ne peuvent voir aucun intérêt. On voit, par exemple, les talibans en Afghanistan n'ont aucun intérêt à nouveau d'accueillir des groupes terroristes qui feraient des actions à l'extérieur. L'histoire d'Oussama et d'Al-Qaïda leur a servi de leçon. Et donc, ils assoient complètement leur pouvoir. Et arrivera un moment, parce que ce sont des expansionnistes, qu'on l'avait vu avec l'État islamique qui ne s'est pas contenté de la Syrie, qui a voulu aller manger à nouveau l'Irak. Donc, ils veulent exporter de toute façon leur vision de l'islam. Donc, ils finissent toujours par le faire. Mais il faut un long temps quand même avant vraiment d'être stable dans leur territoire. Parce que là, il y a peut-être aussi d'autres dangers d'importation exogène. C'est par exemple le conflit israélo-palestinien, où avec un certain nombre de militants du Hamas, voire de terroristes du Hamas, se trouvent aujourd'hui sur le territoire européen. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau danger qui apparaît, c'est-à-dire une importation d'un terrorisme palestinien ? Mais il faudrait qu'ils aient un intérêt, par contre, eux. Et c'est pas sûr qu'en France, ils aient un intérêt, objectivement. On a reconnu un État palestinien. C'est la meilleure façon pour eux carrément, alors là, de s'enlever tout soutien en Europe serait de taper un pays européen. Donc, je vois pas d'intérêt du Hamas à faire une action terroriste. Et je pensais notamment, je sais pas, s'en prendre à des mosquées, à l'orchestre national israélien, comme on l'a vu. C'est pas du terrorisme. Attention, raison gardée, là. C'est pas du tout la même chose. Ce sont des activistes qui ont... Mélangeons pas les soutiens et le groupe, le Hamas lui-même. Est-ce qu'au fond, faire une grande démonstration de force en Europe de la part du Hamas en disant, voilà, où que ce soit, les Juifs ne sont pas en sécurité, c'est pas un vrai danger, ça ? Non, en tout cas, politiquement pour eux, c'est un vrai danger de disparition de tout soutien ici en Europe. Donc je ne pense pas qu'ils aient un intérêt politique à le faire. Et l'Iran ?
l'Iran peut toujours, surtout s'ils sont acculés, tout régime dictatorial, surtout celui-là acculé, peut avoir comme seule ressource d'exporter effectivement un conflit pour montrer qu'il existe quelque part. Il l'a déjà fait dans son histoire. Voilà, donc ça, c'est effectivement possible. La déradicalisation, c'est un échec total ? Mais d'abord, je crois qu'on a voulu déradicaliser parfois des gens qui n'étaient pas radicalisés. Alors, ça vous paraît curieux de dire ça comme ça. Quand vous avez des jeunes de 16-17 ans qui connaissent rien à l'islam radical et qui se sont un peu radicalisés à quelques images par des potes comme ça, dans un effet pratiquement de mode, mais en fait dans une envie surtout de sortir de leur existence quotidienne, on ne peut pas leur enlever une vision d'un islam radical qu'ils n'ont même pas, parce qu'ils n'ont pas de fond culturel. C'est ça le problème. Et c'est là où on est contre un mur. Ils ne connaissent rien alors aux grandes théories salafistes, djihadistes, des grands auteurs, même pas les fondateurs de l'Al-Qaïda. Donc c'est ça le problème. C'est une jeunesse qui a envie d'en découdre, qui se radicalise avec ce qu'il y a sur le marché, c'est-à-dire l'islam radical, parce qu'ils n'ont plus d'autres idéologies qui pouvaient amener aussi à la violence, changer la société, marxisme-léninisme, tout ce qu'on Donc c'est une radicalité qui vient s'accrocher sur l'islam comme elle pourrait s'accrocher sur autre chose. Grand débat, s'il en est. Un grand débat, s'il en est. D'ailleurs, l'assaut criminel sur l'île d'Oléron, le PNAT, le parquet antiterroriste, n'a pas été saisi. On a l'impression qu'au fond, c'est un individu qui, manifestement sous psychotrope, a trouvé un support à sa folie à travers des objets du monde de la radicalité. Il n'est pas jeune, mais si vous voulez, il n'est pas jeune, mais qu'est-ce qui se passe si vous avez envie de faire une action d'éclat, parce que ça va donner un sens à votre vie, par exemple. Alors, si vous criez pas Allahu Akbar, vous êtes 3 colonnes dans le journal. Si vous criez Allahu Akbar, vous êtes au journal de 20 heures. Non, mais il faut comprendre ce phénomène dans la tête de déséquilibré qui veut faire une action d'éclat. S'ils mettent de la peinture sur le mur, de la peinture salafiste, il y a plus de chances de faire le buzz. C'est quand même assez pervers, mais ça rentre dans la ligne de compte. C'est très intéressant. Vous disiez sur la radicalisation, Salah Abdeslam, c'était son cas. Moi, j'ai parlé avec son avocat belge à l'époque où il venait d'être arrêté en Belgique en 2016, et il me disait mais c'est hallucinant. Il ne connaît rien. Il n'a pas lu le Coran, il ne connaît pas les textes, il ne connaît pas les penseurs, même salafistes, fréristes, il ne connaît rien. Mais c'est pas. Moi, j'ai eu devant moi les 2 générations. C'est pour ça que j'ai commencé en 2000. Je sais pas si vous voyez, au parc antiterroriste, puis après à l'instruction antiterroriste en 2006. Donc, quelle différence? Les gens d'Al-Qaïda étaient des gens dogmatiquement compétents. C'est-à-dire, ils connaissaient toutes les théories, Ibn Taymiyya, les grands auteurs salafistes djihadistes, ils les avaient lus. Ils s'étaient endoctrinés en lisant. La jeune génération s'est endoctrinée en voyant des images. De sites djihadistes qui leur montraient des exactions des Américains, généralement, donc des cadavres de musulmans tués, des femmes et des enfants, et la solution, les glorieux moudjahidines sur des chevaux. Ça peut paraître bizarre, mais c'était l'image pour se rapprocher du prophète, en fait. Et donc, c'est par l'image, donc, c'est de la récréation au roi Khomeini de soupe, mais je ne sais pas si ça existe encore, roi Khomeini de soupe. Non. Non, c'était une soupe qu'on faisait en instantané. Oui, roi Khomeini de soupe, ça existe toujours. C'est ça que donc, la radicalisation très rapide, fast-food, la fast radicalisation. Et alors, justement, comment on fait pour lutter? Parce que quand vous étiez juge antiterroriste, vous aviez dit on va être submergé. Vous avez vu les départs en Syrie, vous avez vu les choses s'organiser, les réseaux sociaux. La surveillance était quasi impossible en termes de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé? On a créé toute une nouvelle réorganisation du renseignement, hiérarchiquement, en termes de moyens. Est-ce que, même si la menace exogène n'est plus aussi forte qu'avant, on a les moyens que ça ne se reproduise plus jamais? Alors, il y a toujours un ratio entre la puissance de l'ennemi et les moyens pour lutter. Donc, il se trouve qu'en 2015, quand j'avais averti que ça y est, on ne maîtrisait plus rien, on ne les voyait pas partir, on ne les voyait pas revenir, il y en a qui faisaient 2 fois des allers-retours en Syrie, donc c'est pour dire qu'on était complètement vulnérable, parce qu'on n'avait pas assez de moyens par rapport à un nombre de personnes à contrôler et un ennemi très puissant qui voulait notre mort, concrètement. On a remis des moyens très importants. Aujourd'hui, c'est un peu inversé. Il n'y a plus de groupes puissants, mais on a des moyens beaucoup plus puissants que quand on avait un groupe puissant face à nous. Maintenant, si dans le monde, à l'occasion de
conflits, etc. Il y a un nouveau appel d'air avec plein de jeunes du monde entier qui viennent, comme ils sont allés en Afghanistan, comme ils sont allés en Syrie. Vous voyez, une zone vraiment de recrutement massif. On pourrait à nouveau avoir un gros groupe terroriste qui serait trop puissant pour qu'on lutte par les moyens, en tout cas traditionnels. D'ailleurs, on a battu l'État islamique en faisant la guerre, en fait. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ouais. Et on a battu l'Al-Qaïda en faisant la guerre en Afghanistan par des méthodes de guerre. Il ne faut pas croire que c'est la justice antiterroriste qui a réussi à abattre l'État islamique. Et pas plus. Alors justement, je sais que vous êtes plus loin de ces sujets, mais je suis sûre que vous regardez ça de près. Daesh, c'est fini ? Non, c'est pas complètement fini. On voit bien qu'il y a des restes des petits groupuscules qui sont proches de Daesh encore. Il faut surveiller ça comme le lait sur le feu. S'ils redeviennent un peu trop puissants dans différents endroits, parce que vous savez, il y a toujours des résurgences en Afghanistan notamment. Ils ne sont pas complètement négligeables. Hein. Ils ne sont pas copains avec les talibans, ce qui pour l'instant nous permet d'être tranquilles. Mais voilà, si un jour ils devenaient copains avec les talibans, ça poserait un grand problème. Oui, mais alors justement, le problème, quand vous dites que c'est les jeunes qui se sont radicalisés juste en voyant des images, on peut pas donc les déradicaliser. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on les relâche dans la nature? Parce que ça ne peut pas être la prison à vie. On le sait bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est ce que je vous ai dit. Le problème, c'est que quand on incarcère un vieux terroriste, entre guillemets, de 35-40 ans, voilà. Ça va, parce qu'il sera très très vieux quand il sortira. Quand on a quelqu'un de 15-16 ans, eh ben, on ne sait pas quoi faire. Combien de temps on va le garder? Il va bien entendu sortir. Ce qu'on peut espérer, c'est quand il sortent, les conditions du monde soient différentes par rapport à la poussée de ce djihadisme. D'ailleurs, des gens d'Action Directe sont restés très très longtemps. Et quand ils sont sortis, ils n'étaient plus une menace. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien qui se raccroche à l'idéologie du terrorisme là, des années 80. Voilà, Et sur les enfants de djihadistes, de combattants, il y en a encore quelques-uns, hein, plusieurs dizaines. C'est à chaque fois du retour au cas par cas, décidé par le gouvernement, par le chef de l'État. Vous y êtes favorable? Ah, mais moi, j'étais pour les lionceaux du califat. J'étais pour qu'on les ramène le plus tôt possible, avant qu'ils continuent à se radicaliser et qu'ils grandissent dans un milieu complètement radical qui était ces camps détenus par les Kurdes. En Syrie. Voilà. Et si on les avait ramenés, c'est sûr qu'un enfant de 3-4 ans n'est absolument pas une menace. Alors maintenant, c'est facile de dire c'est une menace quand ils ont grandi. Ils ont 13-14 ans. Hein. Je conçois bien. Et là, c'est un vrai problème aujourd'hui. Mais on s'est mis dedans nous-mêmes. Hein. On s'est mis dedans nous-mêmes. C'est trop tard aujourd'hui? Quand on a des jeunes de 13-14 ans qui ont vécu pratiquement toute leur vie entourés uniquement de salafistes, etc., ils peuvent être potentiellement dangereux. La mémoire s'estompe. On y vient à votre livre, mais je voudrais vous entendre sur ce moment. Forcément, la mémoire s'estompe, même si beaucoup d'entre nous savaient exactement où ils étaient au moment du 13 novembre. Comment on fait pour qu'elle ne s'efface pas? Est-ce que c'est important, ces commémorations, ce qu'on va traverser là toute la semaine? Est-ce qu'il faut... Vous dites, même si c'est dur, voyez, lisez, replongez là-dedans. Si vous voulez, pour la France, c'est très largement le 13 novembre, les attentats qui ont plus marqué les Français. Bien sûr. J'ai traité pas mal d'attentats. Ils ont été durs, mais pas à un niveau pareil. De la même façon que les Américains vont fêter, entre guillemets, célébrer les 25 ans des attentats de 2001. Si vous voulez, les Espagnols ont fêté les 20 ans l'année dernière des attentats où il y a eu 200 morts quand même dans les trains à Madrid en 2004. Hein. Donc on n'est pas les seuls. Et on a cette chose phare. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on fête aussi des carnages qui sont des carnages de guerre traditionnels. Le 11 novembre se passe 2 jours avant le 13 novembre. Et on le fait parce que même si c'est dur pour toutes les gens qui ont perdu des proches, comme le 13 novembre, on a ce devoir de mémoire qui correspond à un pays qui a été meurtri par des actes de quasi-guerre. Et je sais qu'il y a des victimes, très souvent, qui n'aiment pas du tout. Ça a changé quelque chose en vous, cette période-là? Oui, mais moi, c'est la catastrophe. Pour moi, ça a été une catastrophe parce que j'ai dû quitter le navire très, très peu de temps avant. C'est quand même très, très difficile. Quand pendant des années, tous ces gens, vous les avez devant vous, les frères Klein, tout ça, moi, je les ai tous devant moi dans mon cabinet, si vous voulez. Une sensation d'échec terrible. Et je ne suis pas quelqu'un qui adore l'échec, hein, je vous assure. Donc, c'est pas facile à avaler. Et en plus, ne pas pouvoir participer. Vous imaginez le truc? Je suis parti fin août 2015. J'ai participé à mon modeste niveau. On a arrêté l'un des gars d'Abaoud qui devait faire
un attentat, justement, Reda, le 15 août, qui devait faire partie Mais ça a été des gens une forme d'échec et de frustration pour vous, très fort. Très, très fort, les deux, oui. Bon, je voudrais vous faire écouter celui qui, au fond, pourrait être l'objet principal de cet ouvrage. Vous l'avez deviné, l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de la justice, et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Voilà, on l'a tous en mémoire, mais on réécoute les mots de l'ancien président de la République quelques minutes seulement après sa condamnation dans l'affaire libyenne. Ça a été très violent quand même, les attaques contre les juges. Il y a une personne qui a pris plus cher que les autres, c'est la présidente du tribunal qui a été menacée de mort. Est-ce que ça vous a surpris, ce niveau-là d'attaque contre l'institution judiciaire, ou est-ce que c'est la suite logique d'un mouvement qui a démarré de fond depuis des décennies? Alors, c'est la suite logique. C'était quasiment écrit qu'il y aurait des réactions de cette ampleur-là, avec un mandat de dépôt, voilà, même différé. Pour Nicolas Sarkozy, ça paraissait logique. Près d'un tribunal, ça fait partie d'une collégialité. Bon, comme les personnes adorent individualiser, enfin chercher un bouc émissaire, une tête de Turc nécessairement, bon, c'est mieux. Comme je dis souvent, les têtes de Turc ne sont pas tricéphales. Il faut une personne à désigner du doigt. Maintenant, ça pose des problèmes, c'est vrai. On est arrivé à un paroxysme de lutte, j'allais dire, intestine, et de lutte entre les pouvoirs, la politique et nous. Aucun parti, en fait, n'est, à mon avis, satisfait de voir que la justice, depuis les années 90, est allée vers de plus en plus, entre guillemets, d'indépendance. Mais il reste un problème de fond, c'est nos grands principes. Nicolas Sarkozy, comme d'autres, est présumé innocent. Est-ce qu'il y a besoin de le mettre en détention provisoire alors qu'il est présumé innocent et qu'on ne sait pas du tout s'il sera condamné au total? Il sera sans doute libéré, oui. Ça n'est pas certain, mais il a la rencontre avec le juge des libertés et de la détention lundi. Oui. Il est très probable... Avec la cour d'appel, parce qu'en fait, ce n'est pas le JLD. Pardon. Là, en l'occurrence, quand on a été condamné en première instance, on fait une demande de liberté devant la cour d'appel, une formation collégiale de 3 magistrats, qui me remettra certainement en liberté pour des questions de critères de détention provisoire qui n'existent pas dans son cas. Il sait très bien d'appliquer la loi à lui comme aux autres. Et c'est là, par contre, où je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Parce que là, il parle de violation de l'état de droit. Non, ce n'est pas vrai. Puisque, justement, l'état de droit fonctionne dans la mesure où il a fait sa demande de mise en liberté, elle va être vue par la cour d'appel, et que je pense, étant donné la situation et le peu de critères qui puissent lui être appliqués, qu'il sera libéré. Donc, ça veut dire que l'état de droit, il fonctionne, malgré tout. Il n'y a pas de violation. Toutes les règles, toutes les lois sont appliquées, avec des critères différents à chaque moment, parfois des absurdités législative, oui, voilà. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est pas normal que les critères soient différents pour placer en détention provisoire que pour répondre à une demande de mise en liberté, c'est tout. Il n'y a pas de critères. Le président du tribunal, même si c'est de la détention provisoire, peut incarcérer sur la gravité des faits. La cour d'appel ne peut pas motiver un maintien en détention sur cette gravité des faits. Donc il y a une absurdité légale qu'on connaît bien, nous, comme magistrats, qu'on pratique au quotidien. D'un mot, c'est ça, Jean, parce que l'entretien... Quand vous posiez votre question sur la violence à l'égard des juges, etc., je veux dire, vous êtes trop jeune, mais moi je me rappelle d'une époque où des juges se faisaient tuer. Des juges se faisaient tuer. Ils enquêtaient. Alors ça approchait de la mafia, ça approchait du monde politique, le juge Michel, etc. Il faut se rappeler quand même des gens, un juge qui a été abattu sur les marches du palais. On n'en est plus là, Nice. Dieu merci. Oui, mais c'est vous dire que c'est pas récent. Le juge cristallise effectivement une certaine haine parce qu'il met en péril
Thierry Jean-Pierre, quand il perquisitionne, on parle de cambriolage judiciaire, il y a de violence, bien sûr. Justement, vous qui êtes à la cour d'appel de Versailles, président de chambre, vous avez le sentiment que sur une échelle de 1 à 10, c'est ma dernière question, comment va la justice en termes de moyens, de valorisation et de confiance des citoyens dans cette institution? Eh bien, mal, alors je sais pas, 3-4 sur 10, à peu près. Je pensais que vous mettriez la moyenne. Ah non. Vous parlez d'effondrement d'un système. Non, mais les citoyens n'ont pas confiance dans la justice, c'est très net, on le voit, on est lent, on ne résout pas leurs problèmes, on est très compliqué, donc il y a plein de défauts. Ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est qu'on a aussi des excuses, si vous voulez. Je ne veux pas laver plus blanc que blanc, on fonctionne mal, mais on a des excuses, notamment les lois sont de plus en plus mal faites. Oui. L'inflation législative, notamment. Je renvoie nos lecteurs. C'est fini. Ça vous brûle, mais ce sera hors studio. Justice présumée coupable, c'est chez Albin Michel. Merci infiniment, Marc Trévidic, d'avoir été notre invité.